Le commandant Cousteau, son équipe et la Calypso vont quitter Monaco, leur port d'attache, pour une de leurs plus ambitieuses aventures. Des personnalités, des représentants de la presse mondiale se trouvent à bord de la Calypso lorsque le prince Régnier vient apporter au groupe ses vœux de réussite. Le consul de France est accueilli à bord. Pour Cousteau, c'est un grand jour. Il a longtemps rêvé et discuté avec son fils Philippe d'un voyage dans les eaux encombrées de glace de l'Antarctique. Le jeune prince Albert, fils du prince Régnier et de la princesse Grace, est l'arrière-petit-fils d'Albert Ier, qui fut une des gloires de l'océanographie. Le chef plongeur, Falco, un ancien, est tout de suite reconnu par la foule qui se presse pour souhaiter bonne chance à tous. Voici Jean-Michel, le fils aîné de Cousteau. Il est architecte. Le reporter de Paris Match rassemble l'équipe pour une dernière photo avant le départ. Le bateau a reçu de nouveaux aménagements et c'est sur la nouvelle plateforme de l'hélicoptère que la photo est prise. Ce portrait de famille comprend les plongeurs, l'équipe et les scientifiques qui vont affronter et explorer les eaux les plus hostiles du globe. Hélas, l'un d'eux ne reviendra pas. Michel Laval, le premier lieutenant de la Calypso. Messieurs, la photo de famille est terminée. C'est l'heure du départ. Michel Laval, un excellent marin qui a parcouru le monde et qui, après 2 ans d'absence, a rejoint l'équipe pour l'expédition antarctique, manœuvre pour la sortie du port. En route pour l'inconnu. Le commandant Cousteau, qui lors des expéditions arctiques précédentes s'est passionné pour les eaux polaires de l'hémisphère nord, met à présent cap au sud pour explorer les fonds de l'Antarctique et les rivages de la région la plus désolée de la Terre. Cap au sud, au bout du monde. Voici donc le premier document de l'expédition Cousteau dans l'Antarctique. Le premier d'une série de 4 films consacrés au continent blanc. Le continent qu'on ne peut décrire qu'avec des superlatifs. Le plus froid, le plus traître, le moins exploré et souvent le plus beau. La Terre photographiée depuis Apollo 17. Déjà, les premiers philosophes grecs pensaient que la Terre était ronde, et ils avaient même calculé qu'il devait exister un continent austral pour faire contrepoids à la masse des terres nordiques. L'Antarctique a longtemps attiré les aventuriers et les explorateurs qui étaient à la recherche des derniers endroits inconnus de la planète. En 1773, James Cook, sur son bateau, la Résolution, franchit le premier le cercle polaire austral. Parmi les explorateurs qui, après lui, s'attaquèrent au mur de glace de l'Antarctique, Roald Amundsen, en 1911, fut le premier à atteindre le pôle sud.
Robert Scott, qui perdit la course au pôle et mourut dans le blizzard. Ernest Shackleton, qui en 1915 survécut à un hivernage dans l'Antarctique après que son bateau eut été écrasé par les glaces. Richard Byrd, qui dans les années 20 a fondé la Petite Amérique et a survolé le pôle. C'est en décembre 1972 que le commandant Cousteau, la Calypso et son équipe entreprennent de révéler la vie marine enfermée sous les glaces. De se rendre sur la plage avant. Voici. Ça a l'air acceptable. De Monaco, la Calypso a fait route au sud-ouest à travers l'Atlantique. Elle a franchi l'équateur, puis s'est dirigée vers l'Amérique du Sud. Le long des côtes de Patagonie, une rencontre avec un groupe de baleines franches. Nous nous demandons si ces baleines vont elles aussi dans l'Antarctique ou si elles ont changé leurs habitudes en raison de la chasse intensive dont elles ont été victimes. Ici, au large de la Patagonie, elles sont protégées, elles élèvent leurs petits. Puis elles partent, on ne sait où. À l'approche du détroit de Drake, au sud du Cap Horn, Cousteau étudie les photos de la région transmises directement à la Calypso par 3 satellites de la NASA. Pour prévoir le temps, les premiers navigateurs devaient se fier surtout au comportement des oiseaux de mer, aux albatros par exemple. Mais le voyage de Cousteau est un voyage de notre époque. Nous sommes à l'âge de l'espace. Un 4e satellite géostationnaire, celui-là, la TS-3, placé au-dessus du Brésil à 35 000 km d'altitude, fournit une protection supplémentaire aux hommes de la Calypso en leur permettant un contact quotidien avec la NASA. Pendant toute l'expédition, la NASA va transmettre à ce navire de recherche qui mesure tout juste 43 mètres des informations et des facsimilés concernant les prévisions météo. Toute la force des tempêtes de l'Atlantique Sud et du Pacifique Sud se rencontre dans le détroit de Drake. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, mais la forte houle est de mauvais augure. Une nouvelle prévision nous annonce le mauvais temps. Il y a de quoi être soucieux. Le capitaine Bougaran, Philippe et moi-même examinons les photos transmises par les satellites. En les rassemblant, nous décelons une dépression qui se creuse à l'ouest du détroit de Drake. Nous traversons l'un des coins les plus redoutés par tous les marins du monde. J'infléchis notre route pour tenter de passer à la limite extérieure de la dépression. Le vent atteint 65 nœuds, soit 110 km à l'heure et tourne brusquement à l'ouest. Les 18 heures suivantes seront difficiles. Enfin, la tempête s'apaise. Nous observons des pingouins en pleine mer qui nagent comme des marsouins. Ils filent presque aussi vite que notre bateau. S'agit-il d'une migration? Pêchent-ils ou jouent-ils? Nous ne le comprenons pas encore. Nous sommes en route pour Porto Cove, dans l'île du roi George, dit Cousteau. Nous espérons arriver ce soir malgré le rude vent d'ouest qui soulève une mer de plus en plus forte. Sous un ciel lourd, le premier iceberg émerge. Les images transmises par les satellites Nimbus 4, NOAA 2 et ESSA 8 vont aider la Calypso à repérer les plus gros icebergs qui se trouvent sur sa route.
Voilà enfin les remparts qui dominent ce monde cerné par les glaces. Pour se rendre à la baie du Léopard, dans l'île du Roi George, à l'extrémité de la péninsule antarctique, Cousteau doit manœuvrer avec précaution, car les vagues s'écrasent contre les falaises de glace qui sont en train de se désintégrer. Nous avons profité du court été antarctique, seule période où cette baie n'est pas prise par les glaces. Soudain, nous entendons un fracas inquiétant. C'est un morceau de glacier qui s'effondre. Nous craignons d'être submergés par cette vague fantastique. Mais, à notre surprise, la glace, en remontant à la surface, réabsorbe presque toute l'énergie de cette énorme masse d'eau en mouvement. Un phoque de Weddell solitaire glisse dans l'eau de la baie encombrée de glace, pendant que des rafales de neige frappent l'équipe qui va à terre. Sans arbres, ni même un seul animal terrestre, l'Antarctique offre un environnement si rigoureux qu'il n'a jamais été habité par les hommes. Nous sommes accueillis par 2 pingouins de l'espèce Adélie. Tout le long du rivage, c'est un cimetière à ciel ouvert où s'entassent des os de baleines. Ces ossements géants sont les témoins muets de l'impitoyable massacre qui a sévi dans les eaux de l'Antarctique. Philippe répond aux avances du comité d'accueil. Comme la plupart des animaux qui n'ont jamais rencontré l'homme, ce pingouin est curieux, mais il refuse de nous serrer la main. Ces oiseaux pleins de curiosité qui nagent comme des dauphins et marchent comme des hommes seront nos compagnons, toujours présents et toujours drôles, dans la mer comme à terre. Sur ce promontoire de rocs et de glace battus par les vents, nous découvrons un autre cimetière. Là, les tombes sont marquées par des croix de bois usées par les intempéries. 4 jeunes Anglais ont perdu la vie ici. Pour nous, ces croix symbolisent tous ceux qui sont morts dans l'Antarctique au service de l'exploration et de la science. Pensifs, nous descendons vers la baie déserte. Nous serons 30 à bord de notre si petite Calypso pour affronter l'Antarctique. À l'île du Roi George, pendant qu'à bord de la Calypso on prépare le matériel spécial pour les plongées polaires, le commandant Cousteau, Philippe, et le docteur Raymond Duguy du Muséum national d'histoire naturelle de Paris examinent une cabane abandonnée. Depuis combien de temps personne n'est-il entré là? C'était probablement un des laboratoires et c'était une station météorologique évidemment. Vous savez, tout à fait au début de la découverte antarctique et après les héros, les savants sont arrivés et ont installé un peu partout des stations d'observation. Et actuellement, un peu partout, on trouve des stations abandonnées. Aujourd'hui, de telles stations météo sont complètement désuètes. Les satellites accomplissent beaucoup mieux ce travail et sans risquer de vie humaine. Les hommes qui ont vécu ici ont laissé la station telle qu'elle était. Elle pourrait encore servir de refuge à des hommes en détresse.
Les hommes de la Calypso examinent maintenant les rivages de la baie du Léopard, jonchés d'ossements de baleines. Nous voici devenus des paléontologues amateurs. Avec tous les os qui encombrent le rivage, nous allons tenter de reconstituer un squelette type de baleine bleue. Le rostre géant exige l'intervention de tous. Un pingouin se précipite comme pour superviser l'opération, dirigée en réalité par le docteur Duguy. Une gorgée de neige et le voilà prêt. Celui-là vient juste après. Doucement. Les os éparpillés ici au cours de tant de saisons de chasse nous donnent une idée des dimensions de la magnifique baleine bleue, l'animal le plus grand qui ait jamais existé. Elle a été chassée sans discernement. Il y en avait plus de 200 000 à l'origine. Il en reste moins de 8 000. Voici enfin notre baleine. Elle mesurait près de 30 mètres. Nous en avons fait ce monument funéraire, presque un fossile. À bord de la Calypso, Philippe et son équipe s'apprêtent à éprouver l'efficacité des nouvelles combinaisons étanches. Elles sont d'une seule pièce et ont été conçues pour maintenir les plongeurs au sec pendant leur exploration des eaux polaires. Les autres mammifères qui sont retournés à la mer sont munis d'une épaisse couche de graisse. Pour remplacer le lard et isoler le corps du froid, nous gonflons d'air notre double peau. Mais le contrôle de la flottabilité devient délicat. Les voilà partis pour leur première incursion dans ce nouveau monde des mers glaciales. Des pingouins, courbant le dos comme des marsouins, taillent leur route. Pour mieux connaître leur environnement, Philippe décide de les suivre jusqu'à la sortie de la baie. La protection des pingouins contre l'eau et le froid est assurée par un habit de plumes huilées doublé d'un sous-vêtement de graisse. À proximité d'un îlot de glace, Philippe et Christian Bonissi se mettent à l'eau pour rejoindre les pingouins. Finalement, Bonissi réussit à s'agripper à un bloc de glace qui fait saillie, mais Philippe continue à s'énerver. Pour les pingouins, la glace n'est pas un obstacle. Ils cèdent des griffes de leurs orteils pour s'accrocher. Ces pingouins semblent résolus à éviter nos plongeurs. L'escalade était peut-être difficile, mais la descente ne pose aucun problème. L'excursion continue. Un phoque crabier au long museau observe le groupe d'un air apathique, tandis que les autres vont à l'eau.
En ce beau jour d'été exceptionnel, la plupart des phoques se reposent et se chauffent au soleil. Nous sommes attirés par l'éclat d'un énorme iceberg tabulaire. Les icebergs comme celui-ci sont entièrement constitués d'eau douce, de glace qui provient de la neige tombée sur l'Antarctique pendant des dizaines de milliers d'années. Certains icebergs se mesurent en kilomètres. Les hommes vont maintenant mettre à l'épreuve leur combinaison étanche. La température de l'eau est de moins 1 degré. Mais en raison du sel qu'elle contient, elle ne gèle pas. Avec émotion et un peu d'inquiétude, ils ouvrent les yeux pour la première fois sur les fonds de l'Antarctique. Nous rencontrons des eaux riches en plancton, donc troubles, au cours de notre descente vers la base d'un iceberg en ruine qui a dérivé vers la Terre. Nous sommes surpris de trouver des algues en abondance. Celles-ci sont en partie arrachées par l'iceberg. Les icebergs sont responsables de destructions locales mais impressionnantes de la faune et de la flore, car ils creusent de profonds sillons dans le sol en errant çà et là, au gré des courants, et en pilonnant sous l'effet de la houle. Plonger sous un iceberg est dangereux car il pourrait chavirer, ou bien une forte lame pourrait le soulever et le faire retomber sur les plongeurs. Pour Philippe et Christian, la surface ici, c'est la sécurité. Soudain, c'en est fini de la splendeur du jour. Les pales de l'hélicoptère risquent d'être arrachées. L'hélicoptère lui-même pourrait être jeté à la mer. Cousteau se précipite sur le pont, sans aucun signe précurseur. En 5 minutes, le vent s'est levé. Il atteint maintenant 150 km à l'heure. Les hommes, transis de froid sur la plage arrière de la Calypso, essaient de remonter l'ancre de poupe. Elle chasse et le bateau dérive. Le treuil de hissage de l'ancre est gelé. La Calypso risque d'être drossée contre les icebergs ou contre les écueils par le vent et la mer démontée. Le treuil étant inutilisable, Cousteau demande aux hommes d'essayer de relever l'ancre par à-coups avec la grue qui sert à manœuvrer la soucoupe plongeante. Le crochet de la grue est frappé sur la chaîne de l'ancre. Le capitaine Bougaran surveille l'opération et la grue est mise en marche. Finalement, la manœuvre aboutit. Mais la Calypso n'ose pas sortir de la baie. Nous sommes prisonniers. Si nous sortions, nous serions exposés aux glaces dérivantes ou drossés sur les brisants. Ici, les tempêtes se calment aussi rapidement qu'elles commencent. Dès que possible, nous appareillerons pour un mouillage plus sûr. Notre hélicoptère, piloté par Bob McKeegan, ayant à son bord François Charlet, spécialiste des photos aériennes, nous escortera jusqu'à l'abri de la baie des Baleiniers, dans l'île de Déception, à une centaine de milles de la baie du Léopard. La mer est maintenant tout à fait calme. À l'approche de Déception, escortés par un Zodiac, nous suivons notre hélicoptère. Nos engins sont comme des jouets d'enfants dans l'immensité antarctique. Cousteau voit pour la première fois l'île volcanique de Déception, alors que l'hélicoptère conduit la Calypso vers la passe étroite à laquelle on a donné bien des noms significatifs. Les forges de Neptune, la gueule du dragon ou la porte de l'enfer. Enfermé dans un anneau de roches acérées et de falaises couvertes de glace, voici le cratère rempli d'eau de Déception qui servait de base aux baleiniers et où les explorateurs d'autrefois cherchaient refuge. L'île de Déception, un volcan prêt à exploser à tout moment. Ici, la neige et la glace fondent plus vite que partout ailleurs dans l'Antarctique, et entre des montagnes de rocailles d'où s'échappent des vapeurs, des glaciers crasseux, vieux de plusieurs millions d'années,
coule lentement vers la mer. Nous sommes témoins de la lutte de deux forces naturelles en conflit. Sous la neige, l'enfer couve. Ce sont les noces invraisemblables du feu et de la glace d'où jaillit la vapeur. La Calypso manœuvre pour entrer dans le cratère englouti de Déception. Le bateau franchit la porte de l'enfer, le seul accès possible vers ce chaudron fumant. À travers les vapeurs qui montent de la glace, on aperçoit les ruines d'une station de recherche chilienne. Elle fut complètement détruite en 1969 par une explosion volcanique. Et il y a eu 3 éruptions du genre explosif sur l'île au cours des années de 1967 à 1972. Comme des forces infernales au travail, des vapeurs s'élèvent de fissures brûlantes le long des rivages de l'île. L'équipe de la Calypso se penche sur ces eaux qui fument. C'est là qu'on a trouvé des crevettes bouillies. La température en surface dépasse les 50 degrés centigrades, graduation limite du thermomètre de Breslin. Philippe enjambe avec précaution des cendres chaudes. L'air est glacé, mais on doit pouvoir prendre un bon bain chaud. Qu'est-ce que tu attends pour aller te baigner? Ah, c'est chaud dans des os. Chez l'homme, le seuil de la douleur se situe environ à 45 degrés centigrades. Nos baigneurs tentent de mélanger l'eau froide du fond avec l'eau chaude de la surface. Mais dans ce pays paradoxal, à la fois brûlant et glacé, c'est impossible. Nos playboys héroïques sont obligés d'abandonner la partie. À bord de la Calypso, on fait des enregistrements continuels de la température de l'eau et de sa teneur en chlorophylle. C'est un travail de recherche effectué en collaboration avec la NASA. Au large, l'océan austral est aussi pauvre que la Méditerranée, mais près de la péninsule antarctique, les eaux côtières sont plus riches en plancton végétal. C'est la première fois que des observations de l'Antarctique par satellite pourront être confrontées avec des mesures directes sur le terrain. Grâce au phare de notre soucoupe plongeante, nous allons découvrir ce qui se trouve au fond de ce cratère englouti. Selon les clauses du traité de l'Antarctique signé par 12 pays en 1961, le continent est réservé aux recherches scientifiques. Avec Philippe comme caméraman et Falco comme pilote, nous mettons à l'eau notre soucoupe, qui est le premier sous-marin d'exploration à s'aventurer sous les eaux antarctiques. Falco reste en contact avec Cousteau par téléphone sonar, pendant que descend la soucoupe qui est capable d'atteindre 350 mètres. Notre soucoupe est immédiatement entourée de milliers de petits poissons. C'est une confirmation de l'extraordinaire fertilité des eaux de Déception. Maintenant que tant de baleines ont été tuées, des millions de tonnes de crevettes et de petits poissons nourrissent aussi des formes de vie plus modestes. Des ophiures capturent leur proie avec leurs bras en lasso. Le solastère, ou étoile de mer à 40 bras, est un bien piètre successeur de la puissante baleine. Falco observe une sorte de crabe, un pycnogonide, qui ressemble à une araignée, 8 appendices articulés qui marchent. Mais où est le corps ? Notre vieil ami le poulpe est chez lui dans ces eaux glacées. Nous rencontrons un étrange poisson bleu, immobile comme une pierre et qui nous est encore inconnu.
Nous le touchons avec notre bras mécanique pour voir comment il nage. C'était la première plongée de la soucoupe. Il en faudra bien d'autres pour percer les mystères des profondeurs de l'Antarctique. Il fait nuit lorsque Philippe remonte. Ici, en décembre, il n'y a qu'une heure d'obscurité. La nuit brève qui vous glace jusqu'aux os nous donne une idée de ce que doit être l'hiver antarctique lorsque le soleil disparaît complètement pendant plusieurs mois de suite. Allez, on verra demain. À l'aube, la Calypso retourne vers l'île du roi George pour une chasse aux fossiles qui peut apporter une contribution à l'histoire de l'Antarctique. En route, le docteur François remet à Cousteau les images de l'étrange poisson photographié par la caméra de la soucoupe. Me paraissent intéressantes. Bon, on va les transmettre. Les photos et les informations seront transmises en quelques minutes par satellite au centre de recherche Ames de la NASA, à Moffett Field, en Californie. La réponse viendra aussi par satellite. C'est un autoténia. La Calypso enverra ainsi une foule de renseignements qui, on l'espère, élargiront nos connaissances des mers antarctiques. Michel Laval et le docteur Duguy commencent la recherche des fossiles. Deux skouas, connus sous le nom d'aigles de l'Antarctique, foncent sur les hommes qui craignent pour leurs yeux. On va pas être très loin de son nid. Après s'être livrée à une manœuvre d'intimidation, la femelle s'installe sur son nid de pierre, résolue à le défendre. Michel est bien intentionné, mais avec leurs ailes presque aussi dangereuses que leur bec, les skouas semblent dire « Nous couvons nos œufs, allez-vous-en ». Michel est sensible à la détresse des oiseaux. Avec gentillesse et persuasion, il offre son amitié. Doucement. Tu vois, c'est pas très méchant. Petit. Bien. Bien, petit. Encore un animal qui ne mérite pas sa réputation de férocité. Bien. Plus calme maintenant, la femelle semble répondre aux invites de Michel. Michel apaise son cœur qui bat à grands coups sous les plumes de sa poitrine. Ici, aux frontières des déserts glacés de l'Antarctique, deux espèces bien différentes, réunies par hasard, en sont venues à se tolérer. Michel s'en va, il a conclu son traité antarctique. Dans des conditions météorologiques difficiles, l'hélicoptère dépose Cousteau sur une colline dénudée. Michel Laval a trouvé des fossiles. Sur cette terre gelée, on n'imagine pas qu'un arbre ait jamais pu pousser. Les roches sédimentaires contiennent des troncs d'arbres, des branches et des feuilles de plantes terrestres fossilisées. Voilà, et cette feuille qui est ici, dont on voit également l'empreinte. Il existe une ressemblance frappante entre ces fossiles et les plantes qui poussent aujourd'hui encore dans les forêts de Patagonie, dans la partie sud du continent américain. La découverte de ces fossiles confirme l'hypothèse de la dérive des continents. C'est pas la même feuille. C'est pas la même. Non. Ces feuilles apportent la preuve que cette terre faisait autrefois partie d'un supercontinent, le Gondwana,
qui rassemblait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique. Quand ce continent s'est brisé, l'Antarctique, autrefois subtropical puis tempéré, a dérivé vers le pôle sud où il s'est couvert de glace. C'est ainsi que, grâce à quelques feuilles, nous revivons l'histoire de la Terre. Nous voici revenus au cratère fumant de l'île de Déception pour poursuivre la recherche des phénomènes particuliers à l'Antarctique. Philippe Cousteau a organisé une équipe d'escalade pour grimper du rivage envahi de vapeur jusqu'à la fracture d'un glacier provoqué par l'éruption de 1969. Ils vont tenter d'explorer des crevasses de 30 mètres de profondeur, ouvertes par le souffle d'explosions volcaniques et qui peuvent révéler l'histoire climatique de la région. L'équipe est dirigée par Michel Laval, alpiniste chevronné. La plupart des autres, y compris Philippe, sont novices. Escalader un volcan en activité pour atteindre la face d'un glacier est une épreuve inhabituelle pour des hommes de la mer. C'est Michel Laval qui dirige l'escalade de la paroi chaude de l'île de Déception. Pour Philippe, c'est sa première expérience d'alpinisme. Il n'y a pas de glace sur la rocaille et la boue glissante qui sont chauffées par le volcan. Les hommes de tête pourraient provoquer un glissement de terrain. Enfin, Philippe atteint le sol gelé. Il regarde maintenant le chef de file. La sécurité de tout le groupe repose sur son jugement. Michel doit évaluer la meilleure voie d'approche jusqu'au sommet du glacier en traversant ce terrain peu sûr. Il cherche un mur de glace qui, selon les volcanologues, aurait été fracturé par des explosions en 1970. C'est un glaciologue américain, le docteur Norman Tenbrink, de l'Université de l'Ohio, qui a indiqué à Cousteau l'emplacement de cette falaise. Sur le plateau du glacier, les hommes qui ont revêtu leur parka progressent difficilement. Ils font l'expérience du dangereux mirage blanc, parce que la terre et le ciel se confondent. Michel décide du parcours. Ils s'attachent et forment une cordée pour le cas où l'un d'eux tomberait dans une crevasse. Avec son piolet, Michel sonde le terrain. Prudemment, Philippe se prépare à suivre. Les crevasses constituent le péril majeur. Elles ont provoqué plus de morts en Antarctique que tout autre danger. Le premier de cordée doit assurer la prise pour les suivants. Michel va franchir une corniche que des retombées volcaniques ont noircie. C'est le passage le plus dangereux. Appuie sur la droite. Michel indique à Philippe où il doit passer. Ayant assuré sa position, il raidit la corde qui stopperait la chute de Philippe si la corniche cédait.
Derrière Philippe, Carlos, un océanographe argentin, lui aussi alpiniste amateur, attend. Philippe est passé. Le dernier abîme est franchi. Maintenant, au-dessous, s'étend la grande fracture ouverte dans la glace par une explosion volcanique. La descente commence vers les racines du glacier. C'est diabolique. Un enfer qui aurait gelé, exhalant des fumées et des vapeurs, prêt à exploser de nouveau. Le flanc du glacier qui a été soufflé par l'explosion offre à la vue une alternance de couches de cendres volcaniques et de neige tombées au cours de chaque hiver. Comme les anneaux de croissance d'un tronc d'arbre, ces couches permettent de dater les éruptions passées. Elles indiquent également tous les changements de climat depuis 1670. Il sera 2 heures du matin, heure locale, quand l'équipe, après un long voyage de retour, entrera à bord. Le lendemain, sur la Calypso, veillée de Noël. Tous sont rassemblés au carré et le champagne ne manque pas. Bien après minuit, c'est l'heure des refrains romantiques. Quand il est mort, le poète. Michel Laval était notre poète, et ce devait être son dernier Noël. Le 28 décembre, une journée de deuil. Michel Laval a perdu la vie dans un accident à l'île de Déception. Pendant toute son existence, Michel a cherché de nouveaux horizons. Pour lui, le monde était un sujet d'émerveillement et d'amour. La nature l'a repris à la frontière de l'inconnu. Le pavillon de la Calypso est en berne. Le corps de Michel sera ramené chez lui en France par le commandant Cousteau. Philippe et l'équipe des plongeurs resteront pour continuer leur exploration des mers antarctiques. Cousteau va retraverser le détroit de Drake vers la pointe de l'Amérique du Sud, puis il s'envolera vers la France où il rencontrera la mère de Michel. Il rejoindra ensuite l'expédition. L'équipe de plongeurs et de cinéastes s'installera dans la vieille station anglaise abandonnée sur les rives de la baie des Baleiniers.
Michel était un être sensible et réfléchi. Il était de ceux qui parcourent le monde à la recherche de la pureté. Michel avait été conquis par l'Antarctique, le mystère de ses eaux, ses terres vierges, ses immensités couvertes de glace, sa transparente beauté. Nous avons souvent parlé ensemble de la sauvegarde de la faune du littoral, des mammifères marins et des formes de vie même microscopiques. Le souvenir de Michel Laval ne peut qu'accroître notre respect de la vie. Dans l'Antarctique, tout le long des rivages rocheux ceinturés de glace, les pingouins abondent. Ils construisent leur nid avec des cailloux, et ceux-ci sont rares. Ils ne doivent pas craindre la bagarre, car d'autres dans la colonie défendent leur nid contre les voleurs de pierres. Dans l'Antarctique, Cousteau filme le cycle complet de la vie des pingouins. S'ils paraissent maladroits, à terre, à l'eau, ils se trouvent dans leur élément. Cousteau montrera le caractère essentiellement aquatique des pingouins et il filmera pour la première fois leur vol gracieux sous l'eau dans la seconde partie de l'expédition Calypso en Antarctique, le vol du pingouin. L'exploration du monde marin de l'Antarctique continue avec les moyens qu'offre aujourd'hui l'ère spatiale. Nous utilisons l'hélicoptère de la Calypso pour localiser d'en haut les animaux qui réussissent à prospérer dans cet environnement pourtant sévère. Parmi les animaux qui prédominent dans l'Antarctique, les plus nombreux sont les pingouins. L'expédition Cousteau s'efforce d'évaluer la fertilité des mers polaires qui conditionnent l'importance des populations animales. Le téléobjectif révèle des colonies de pingouins, des centaines de milliers de pingouins. Nous les appellerons des pingouins, comme le font tous les pays du monde. En français, leur nom officiel est manchots. Mais nous n'avons pas le cœur de leur appliquer ce terme péjoratif. Il y a 60 millions d'années, les ailes de leurs ancêtres se sont transformées en nageoires. Et les pingouins ont été mieux armés pour chercher leur nourriture dans l'eau. Aujourd'hui, ces oiseaux sont les seuls au monde qui soient totalement adaptés à la vie aquatique.
Ils passent les 2/3 de leur existence dans la mer. Ils volent, littéralement, dans un océan glacé. Au large de la péninsule antarctique, la Calypso rencontre des pingouins qui s'ébattent comme des marsouins. C'est le sujet des observations de Cousteau et de son fils Philippe au cours de leur exploration à travers le mystérieux océan Antarctique. Voici la deuxième partie de l'expédition Calypso en Antarctique, le second des 4 films consacrés aux mers australes, enfermés dans leur tour de glace, belles comme des cathédrales. Nous sommes ici à la limite du monde. La Calypso explore les îles situées au large des côtes de la péninsule antarctique, au sud du Cap Horn. Là, des pingouins se sont embarqués sur un iceberg déjà bien érodé. Tout comme la vie de l'Antarctique qu'il est venu étudier, la vie de Cousteau est liée à la mer. Il a toujours été curieux de connaître le comportement des pingouins. De profonds sillons indiquent qu'ils utilisent de longue date ce radeau de glace pour leur pêche personnelle. Maintenant, ils partent vers les terres où ils vont se reproduire. La Calypso les suit dans leur vol à travers la mer. Chaque été dans l'Antarctique, quand les glaces se disloquent découvrant la ligne du rivage, les pingouins en âge de se reproduire retournent à travers les brisants vers l'endroit même où ils sont nés. C'est parce qu'ils ne font qu'un avec la mer. C'est grâce à leur nage puissante et assez bon à la verticale qu'ils réussissent à se faufiler au milieu des brisants. Sortis de leur élément sur la terre ferme, ils peuvent paraître maladroits, mais ils se débrouillent très bien. Il n'y a pas de ségrégation ici. Les pingouins antarctiques avec leur jugulaire, les pingouins Adélie, les pingouins papous au bec rouge observent une coexistence pacifique. Des éléphants de mer ronflent sur le rivage. Un pingouin semble se demander s'il ne s'est pas trompé d'adresse. Parfois, un éléphant de mer de 1500 kg passe comme un bulldozer sur les nids du rivage.
Pour éviter de tels désastres, la plupart des pingouins nichent plus haut sur les collines. Les derniers venus dans les roqueries sont gratifiés d'un coup de bec. Les mâles arrivent avant les femelles. Assis sur leur nid de pierre, ils vocalisent éperdument pour attirer leurs compagnes. Les pingouins sont essentiellement monogames. La plupart d'entre eux restent fidèles à leur conjoint d'une saison d'amour à l'autre. Bien que les couples partent rarement en mer ensemble, la femelle qui revient après 8 mois de séparation reconnaît son compagnon grâce à sa voix. Les retrouvailles ne sont pas moins passionnées que les rites amoureux pour des nouveaux fiancés. Plus tard, leurs chants d'amour deviendront des berceuses. Un mâle Adélie, âgé de 3 ou 4 ans et célibataire, a réintégré la roquerie dans laquelle il est né pour tenter de fonder un foyer. Il doit construire un nid entièrement neuf. À proximité, un vieux mâle, un pingouin papou, refait son ancien nid pour que sa compagne y ponde. Les constructeurs de nids les plus expérimentés ont appris à gagner du temps. Ils se font voleurs. Voler des pierres est souvent un coup d'audace pratiqué avec cynisme. Le propriétaire a beau se plaindre, l'obstination est payante. Pour sa compagne, l'Arsène Lupin de la roquerie est un bon pourvoyeur. Un jeune mâle, Adélie, s'approche hardiment de Philippe. Viens. Quand celui-ci lui offre des cailloux, le pingouin se montre exigeant dans son choix. Après avoir passé plusieurs années de son adolescence en mer, il doit se hâter de construire son nid avant que toutes les femelles disponibles ne soient casées. D'autant plus que le court été, saison des amours, est déjà bien avancé. Son zèle semble être apprécié. L'enquête sur les pingouins est dirigée par Philippe et Albert Falco. Un mâle encore célibataire choisit la pierre qui décidera de son existence, celle qu'il va présenter à la femelle. Si elle l'accepte, il aura une épouse. Les femelles ne pondent que 2 œufs par saison. Aussi longtemps que les pingouins n'ont pas atteint l'âge de 5 ou 6 ans, ils réussissent rarement à fonder un foyer. La durée moyenne de leur vie étant de 12 ans. Un couple de pingouins produit environ 12 œufs fécondés pendant 6 ans d'existence commune. Si l'action des prédateurs ou la pollution devenait un peu plus meurtrière, l'avenir des pingouins ne serait plus assuré. Ce pingouin antarctique est déconcerté, il est fier de son caillou, mais il n'arrive pas à retrouver sa partenaire. Les pingouins ne se reconnaissent pas à vue. Pour s'identifier, ils comptent uniquement sur le timbre de leur voix. Finalement, celui-ci localise l'appel de sa compagne. Dans sa hâte à la rejoindre, il a traversé le territoire où niche son voisin.
Or, les nids sont jalousement gardés contre toute intrusion. Et le pingouin antarctique est le plus agressif de tous les pingouins. Philippe et Albert Falco retournent une fois de plus vers les roqueries. Dans 3 semaines, les pingouins devraient avoir pondu leurs œufs. Afin de le garder au chaud, une femelle pousse sous elle son premier œuf, infiniment précieux. Quand les 2 œufs sont pondus, les mâles prennent la relève pour une première période d'incubation. Tandis qu'ils accomplissent leur devoir sur le nid, les femelles retournent à la mer pendant 2 semaines pour se nourrir et reprendre des forces. Pour les besoins de cette étude, avec de la peinture biodégradable, nous marquons quelques-uns des pingouins. Les marques s'effaceront d'elles-mêmes vers la fin de l'été. Cette belle papou ne restera pas longtemps la dame en rouge. La femelle marquée, qu'accompagne des pingouins de son espèce, se fraye un chemin vers la mer à travers les rochers. Sur la pente de neige, c'est le slalom joyeux des pingouins. Après la ponte, les mâles prennent la relève pour couver les œufs pendant que les femelles vont reprendre des forces en mer. Elles sont rejointes par les mâles des couples précoces dont la femelle est déjà revenue au nid. Bien que les pingouins soient pourvus de glandes qui dessalent l'eau de mer, certains préfèrent avaler de la neige pour faire le plein d'eau douce. Le phoque léopard, qui est le principal ennemi des pingouins, guette à la lisière de la mer. C'est près du rivage, là où l'eau est trouble, que le phoque léopard a une chance d'attraper un pingouin par surprise. Falco sauve la paix. Allez. Il n'y aura pas de chasse aujourd'hui. Une fois que les pingouins ont réussi à entrer sains et saufs dans l'eau, ils sont bien trop agiles pour être facilement rattrapés. Après une longue semaine de jeûne, ils sont affamés. On connaît mal leur vie en mer. C'est là que nous avons rendez-vous avec eux. Après un long voyage, loin des roqueries, les pingouins se reposent un moment, comme des canards. Puis ils se mettent à nouveau en quête de nourriture. Nous suivons les pingouins à leur vitesse de croisière, environ 12 km à l'heure. Nous les avons souvent rencontrés à 200 000 du rivage. Il faut que ces oiseaux de taille modeste, pesant à peine 5 kg, soient des machines thermodynamiques bien efficaces pour couvrir de telles distances à une pareille allure dans l'eau glacée. Ce n'est pas étonnant qu'il leur faille tant de nourriture. Au ralenti,
nous pouvons voir que le pingouin ouvre le bec pour prendre vivement une goulée d'air en pleine course, comme un grand nageur olympique. La Calypso s'arrête pour filmer les pingouins qui commencent à chasser. La vitesse et l'agilité des pingouins sont stupéfiantes. Par moments, ils font des pointes de plus de 40 km à l'heure. Cette vivacité dans l'eau fait qu'aucun ennemi, semble-t-il, ne peut les attraper. Tandis que les pingouins continuent leur chasse, Cousteau lance ses équipes de plongée. Sa mission en Antarctique, qu'il effectue en collaboration avec la NASA, comporte de nombreux thèmes. Il s'agit notamment de localiser les ressources de nourriture primaire et de voir comment elles sont utilisées par des animaux comme des petites crevettes dont se nourrissent les baleines, mais aussi les pingouins. Les hommes suivent les pingouins qui cherchent maintenant des concentrations de krill, leur nourriture de base. Les pingouins commencent à plonger. C'est le moment pour l'équipe d'essayer de les filmer lorsqu'ils mangent sous l'eau. C'est encore en les filmant au ralenti que nous pouvons découvrir comment ils nagent, ou plutôt comment ils volent sous l'eau, en n'utilisant que leurs ailes. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas manchots. Leurs pattes leur servent de gouvernail. Leur camouflage est l'exemple parfait de l'utilisation de deux teintes opposées. Pour un ennemi situé au-dessus d'eux, leur dos noir se confond avec l'ombre des profondeurs. Vue d'en dessous, leur poitrine blanche disparaît dans le scintillement de la surface. Grâce à leurs yeux, adaptés à la vision aquatique, les pingouins repèrent leur nourriture, un rassemblement de petits crustacés de 5 cm de long, semblables à des crevettes, auxquels les baleiniers ont donné le nom de krill. Nos plongeurs font un détour afin de photographier, pour la première fois sous l'eau, un nuage de krill qui approche. Ces petites crevettes constituaient la nourriture principale des plus grands animaux, les baleines bleues et les rorquals, aujourd'hui pratiquement disparus. Elles alimentent aussi des phoques, des poissons et des oiseaux de mer, aussi bien que nos pingouins. Envisagé comme une source possible de protéines pour l'homme, le krill sera peut-être demain à notre menu. Nous y avons d'ailleurs goûté. Cousteau tient une conférence de presse internationale par l'intermédiaire d'un satellite. Après Bernard Mays de la BBC, Marion Levenstein de Time Magazine lui demande si d'autres animaux que les pingouins profitent de la nourriture que les baleines exterminées ne consomment plus. What I was saying is that the abundance of life in the Antarctic. Cousteau précise que dans cette région de l'Antarctique, la production primaire végétale est d'une extrême abondance. Les premiers bénéficiaires en étaient ces crevettes que mangeaient les baleines.
Les baleines ont été massacrées. Il n'en reste que 6%. Aussi, une quantité considérable de crevettes qui composent le krill est dévorée par des phoques ou des pingouins, mais aussi par des formes de vie inférieures, les étoiles de mer par exemple. Ainsi, on constate un gaspillage de ressources biologiques. Les pingouins, maintenant rassasiés, retournent au rivage au pied de leur roquerie. De nouveau bien gras et avec leurs jabots pleins de krill, ils montent lourdement les pentes pour prendre sur les nids la place de leurs conjoints. Une joyeuse surprise attend certains pingouins à leur retour. Une femelle antarctique cajole son petit qui vient de sortir de l'œuf. Elle régurgite pour lui du krill à moitié digéré. Il a l'air d'aimer ça. La tournée de Falco dans les roqueries le conduit vers les papous. Un poussin déjà grandelé regarde venir sa mère. Le mâle, raidi par sa longue immobilité, retourne se nourrir lui aussi et la femelle reprend sa place sur le nid. Falco reconnaît la femelle papou qui l'a marquée. Elle vocalise en l'honneur de son compagnon qui revient. C'est grâce à ce signal qu'il pourra la retrouver. Cette relève de la garde laisse voir deux poussins bien portants et affamés. Les pingouins, en naissant, sont des animaux à sang froid qui subissent très vite l'incroyable métamorphose en animal à sang chaud, dont la température devient très vite égale à celle du corps de la mer, près de 38 degrés. Ce n'est pas le bonheur partout dans la roquerie papou. 24 heures après le premier, le second œuf d'une femelle n'est pas encore éclos. La femelle essaie d'ouvrir la coquille à coups de bec. Le poussin prisonnier est trop faible pour briser l'œuf et sortir. Finalement, la mère inquiète le libère avec sa patte. Le poussin du second œuf est malheureusement plus faible et souvent il ne survit pas. Avec ses yeux perçants comme ceux d'un aigle, un squat plane, cherchant une proie parmi les malades et les morts dans les nurseries des pingouins. Les pingouins craignent tout ce qui vient du ciel. Voyant un squat qui plane au-dessus d'elle, la mère essaie de protéger ses petits. Elle s'occupe d'abord du plus fort et le couvre de son corps. Ensuite, avec son bec, elle essaie de mettre le malade hors de vue du squat qui tourne toujours. Comment les pingouins sauraient-ils que le squat en réalité joue un rôle utile en débarrassant leur colonie des œufs non fécondés et des poussins condamnés sans espoir?
C'est le milieu de l'été dans l'Antarctique quand des rafales de neige s'abattent sur les roqueries. Les poussins couverts de duvet n'ont pas encore, pour se protéger de l'humidité, les plumes huileuses de leurs aînés. Ils sont vulnérables aux intempéries et beaucoup vont mourir. Un mâle à Delhi ramasse des pierres dans la boue pour rebâtir son nid bouleversé. Pathétique. Les pingouins essaient de renforcer leur nid. Tentative désespérée pour isoler leur nouveau-né du sol inondé. La neige s'est changée en pluie. C'est un moment difficile. Les pingouins se hâtent de transporter des cailloux. Au milieu de la colonie en effervescence, ils se frayent un chemin vers leurs femelles qui cherchent à mettre à l'abri leurs poussins tremblants. Dans les roqueries, les tempêtes antarctiques font des ravages. C'est l'heure du squat. Les pingouins, avec un grand sens de la solidarité, se regroupent et crient des menaces pour tenir l'assaillant à distance. Un pingouin à Delhi défend son petit qui s'est égaré dans l'eau glacée. À plusieurs reprises, le squat est repoussé. Avec ses ailerons puissants, le pingouin à Delhi peut infliger un coup de karaté décisif. Les pingouins ont un grand courage. Même le bébé mourant essaie de riposter. Notre pingouin Adélie va défendre son enfant jusqu'au bout. Il guette ses derniers signes de vie. Le bébé respire encore. Pour construire un mur protecteur autour de son petit, le vaillant pingouin s'en va chercher des pierres. Après une série d'échecs, le squat s'en prend maintenant à un autre poussin qui est allé mourir plus loin. Avec prudence, il se prépare à l'emporter. Il est forcé d'y renoncer car le pingouin, les yeux brillants de colère et les plumes du cou hérissées, le chasse loin de sa proie. Le squat est obstiné, mais sa persévérance est dépassée par celle du pingouin. L'ennemi est finalement contraint à la retraite. Le pingouin Adélie triomphant peut chanter victoire. Le squat, frustré, descend piquer sur Philippe, qui arrive avec de la viande crue. Les squats aussi ont des petits à nourrir.
L'aigle de l'Antarctique est un oiseau de mer qui ne vient sur ces rivages arides que pour se reproduire. Les offrandes de Philippe sont acceptées avec avidité. Nichant 2 par 2, mais n'étant pas organisés en colonies comme les pingouins, les squats et leurs petits vivent à la limite de la survie. En général, sur 2 œufs qui viennent d'éclore, il ne subsiste qu'un seul poussin à pattes de clown. Après le passage de la tempête, Falco inspecte la roquerie. Pour nourrir leurs enfants qui grandissent, les pingouins chargés de famille doivent partir de plus en plus souvent en mer. L'appétit des jeunes est insatiable. Après le repas, c'est l'heure de la sieste. Le soleil réchauffe maintenant les nurseries. Un des parents est parti en mer, l'autre monte la garde auprès des petits endormis. Dans les bras l'un de l'autre, 2 bébés jumeaux âgés de 2 ou 3 semaines dorment paisiblement. Encore 6 semaines, et ils seront livrés à eux-mêmes. Dans les roqueries, les poussins ont commencé à muer. Leur duvet est remplacé par un plumage serré et gras. Il faut que les parents obligent les jeunes qui ont presque leur taille à se remuer un peu pour développer leurs muscles. Un petit bat des ailes, mais elles ne lui permettront jamais de voler. Il donne des coups de bec à sa mère, réclamant à manger. À ce stade, la plupart des jeunes pingouins sont paresseux, et pendant la mue, ils restent là, sans bouger. Un poussin d'humeur trop indépendante est corrigé pour s'être aventuré trop loin. Les oisillons ont une seule préoccupation, manger. S'il en avait l'occasion, un jeune de 2 kilos serait capable d'engloutir l'équivalent de son propre poids en un quart d'heure. Maintenant, les petits sont réduits à la portion congrue. Ce pingouin est amaigri pour avoir trop régurgité de nourriture à ses enfants insatiables. Il commence le sevrage en réduisant leur ration. Pendant cette scène de famille, arrive la femelle papou qui avait été marquée par Falco. Les parents pingouins ne nourrissent que leurs propres enfants, qu'ils reconnaissent à leur voix. Comme il ne reste qu'un seul petit et la femelle marquée, elle n'a pas de problème pour le nourrir. Mais quand 2 poussins survivent, la compétition entre les jumeaux devient acharnée. Celui qui n'a rien eu est furieux contre sa mère. Il bondit de rage. Pour les jeunes récalcitrants, le système d'éducation des pingouins relève d'une discipline à l'ancienne mode. Quand un rejeton pingouin se livre à un accès de mauvaise humeur, il lui arrive de déranger des autres adultes qui interviennent pour le remettre à sa place.
Le jeune poursuit sa mère dans toute la roquerie. Il crie pour avoir à manger. La bataille pour le sevrage est engagée. L'oisillon frustré, qui poursuit toujours sa mère, est maintenant rejoint par un autre jeune, son frère ou sa sœur. Avec l'hiver qui vient, la mère conduit ses petits à l'eau afin de leur apprendre à nager et à pêcher pour leur propre compte. Fini les repas gratuits. Les mers parsemées de glace sous un ciel plombé annoncent des jours plus rudes. De petits oiseaux de mer, les pétrels des tempêtes, se nourrissent aussi de krill. Ils doivent leur nom, pétrels, au fait qu'ils semblent marcher sur l'eau comme Saint-Pierre. Ils se gavent avant de faire route vers des mers plus chaudes. Quand la température baisse, les pingouins adultes quittent la colonie pour reprendre la mer par groupes mixtes de mâles et de femelles. Les jeunes, désormais indépendants, restent sur place. Les pingouins font des dérapages contrôlés en descendant les flancs rocheux de la colline qui bientôt seront ensevelis sous la neige et la glace. Quand ils approchent de l'eau, leur véritable élément, les pingouins adultes ne se sentent plus de joie. Ils ont accompli leur tâche, mettre au monde une nouvelle génération. Pendant 8 mois, ils vont s'ébattre dans la mer avant de revenir à ces rivages pour se reproduire de nouveau. Cousteau et Albert Falco viennent rendre visite aux jeunes pingouins livrés à eux-mêmes. Bientôt l'hiver va surgir des énormes réserves de glace du continent et geler la mer sur des centaines de kilomètres. Il reste quelques papous adultes sur le rivage, mais Cousteau va retrouver plus loin les oisillons qui occupent seuls, pour quelques jours encore, les roqueries abandonnées. Il ne reste plus que les jeunes. Il va vers eux lentement, mais les jeunes s'enfuient. Les oiseaux sont peut-être effrayés par sa taille. Aussi Cousteau s'assoit-il au milieu d'eux. Il espère que leur curiosité naturelle les poussera à s'approcher. Au contraire, les jeunes oiseaux, dont certains ont encore du duvet sur la tête et le cou, s'en vont encore plus loin. Cousteau est venu enregistrer leur voix, mais c'est le silence qui l'accueille. Devinant que les pingouins sont capables de discerner les couleurs, je me demande si ce n'est pas mon parka rouge qui leur fait peur. Aussi, je l'échange contre la veste verte de Dorado, pour voir si elle inquiète moins les pingouins.
magnétophone tourne, j'évite de bouger. Les pingouins sont toujours sur leur garde. Puis, soudain, ils montrent des signes d'intérêt. Apparemment, une couleur neutre ne les effraie pas. Je ne sais pourquoi tous ces jeunes semblent prendre tant de plaisir à becqueter mon parka. Il est temps de partir. En dépit de ces effusions, je n'ai que trop conscience d'être un étranger dans le monde des pingouins. La mer gèle maintenant autour de la péninsule antarctique. Un chaland escorte la Calypso en direction du sud à travers des bancs de glace dérivantes. Au loin, sous un ciel de neige, Falco distingue des pingouins sur un îlot de glace. Ces jeunes pingouins Adélie ont réussi leur examen. Ils arborent fièrement leur robe neuve. Leur coiffure à la Mohican, seul vestige de la petite enfance, leur tient lieu de toque universitaire. La promotion 1973 est prête à affronter le monde. Pendant 3 ou 4 ans, ils ne reviendront pas à terre. Poussés par les vents et les courants, ils feront le tour des mers australes, trouvant parfois refuge sur des îlots de glace flottantes. Puis ils retourneront au Roquerie natal pour le cérémonial qui assurera leur continuité. Laissant derrière elle les jeunes voyageurs, la Calypso poursuit sa route vers le sud et longe la côte ouest de la péninsule antarctique. En pleine mer, nous rencontrons des pingouins adultes qui jouissent de leur liberté. Au XIXe siècle, des millions de ces sympathiques oiseaux de mer ont été massacrés pour compléter la cargaison d'huile de certains chasseurs de phoques. Aujourd'hui, ils sont protégés et se multiplient. Mais leur foie est déjà attaquée par des produits toxiques transportés par les courants depuis les continents surpeuplés jusque dans les mers où se nourrissent les pingouins. Toutes les eaux du monde finissent par se mêler. Il n'y a qu'un océan. Ce n'est que lorsque nous l'aurons compris que nous pourrons efficacement protéger le vol des pingouins dans la mer. À bord de la Calypso, le commandant Cousteau continue son long et souvent périlleux voyage vers les confins du monde. Sur la
route, des paquets de glace risquent de prendre la Calypso au piège. Par l'intermédiaire d'un satellite, Cousteau contacte la NASA pour avoir les dernières informations sur la météo et l'état des glaces dans le sud. Dave Mace, au relais Goddard, possède quelques indications sur la position des glaces. Et si la Calypso part aujourd'hui, elle profitera probablement de ces informations. À l'est du 85e degré ouest, le pack solide s'est brisé et dérive vers le nord sur la route de la Calypso. Dans les chalands, les hommes repoussent les blocs de glace devant l'étrave. Ces blocs dissimulent des arêtes tranchantes comme des rasoirs qui peuvent déchirer une coque qui n'a pas de protection spéciale. Le commandant Cousteau et les plongeurs de la Calypso vont explorer et révéler ce qui se cache sous les champs de glace. Ce sera la troisième partie de l'expédition Calypso en Antarctique. La vie sous un océan de glace.